Alors, je vous présente la vidéo donc, sur le grand 3 équation d'état, dans le chapitre donc, Introduction à la thermodynamique. Alors, je fais un petit résumé des épisodes précédents. En ce qui concerne la pression, donc la pression, c'est la force exercée donc, sur n'importe quelle surface plane plongée dans un fluide, divisée par cette surface. Voilà, et si on prend des systèmes suffisamment petits, voilà, la pression elle est la même partout dans le fluide. Donc ça suppose qu'on ne prend pas des systèmes trop grands. Si on monte dans l'atmosphère, la pression elle va varier, diminuer a priori. Si on descend sous la mer, la pression elle va augmenter. Mais dans nos systèmes thermodynamiques, c'est des systèmes de petite taille et ces variations de pression faites avec l'altitude sont négligeables. En ce qui concerne donc la température et transfert thermique, donc la température, on ne sait pas encore bien ce que c'est, mais ce qu'on postule, c'est qu'entre deux systèmes donc à l'équilibre thermodynamique, en particulier à l'équilibre thermique, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, les deux systèmes qui sont séparés par une enceinte diathermale, la température est la même, ou séparés par aucune enceinte s'ils ne peuvent pas se mélanger. Voilà, et ce qu'on postule sur le transfert thermique, ou sur le transfert de chaleur, sans encore bien savoir ce que c'est que les enceintes donc, diathermales dont on vient de parler laissent passer la chaleur, laissent passer le transfert thermique, autorisent le transfert thermique, alors que les enceintes athermales bloquent le transfert thermique. Et ces deux enceintes, expérimentalement, on a un critère pour les distinguer. Alors, vous voyez dans le cours. D'accord ? Voilà. J'ajouterais, je n'ai pas noté, c'est que ce sont les différences de température entre deux systèmes qui induisent les transferts de chaleur. Voilà. Alors, on passe au grand 3. Donc, vous avez sous les yeux. Alors, description d'un système thermodynamique à l'équilibre thermodynamique. Donc, on va décrire ce système avec un certain nombre de variables, ce qu'on appelle les variables thermodynamiques. Donc, on décrit un système thermodynamique à l'échelle macroscopique, d'accord, à l'aide de certaines quantités. Donc, on va en faire la liste. Alors, le volume V, la plus simple d'entre elles, la pression P dont on a beaucoup parlé. Je rappelle qu'on néglige donc cette variation de pression avec l'altitude. Et je rappelle que la pression est uniforme dans un système thermodynamique à l'équilibre, sauf si ce dernier comporte une paroi rigide fixe. Alors, on avait vu qu'une paroi mobile faisait que la pression était la même de part et d'autre. D'accord ? Donc si cette paroi est fixe, une paroi qui est rigide, on peut avoir des pressions différentes de part et d'autre. Voilà, donc si on a un système thermodynamique qui ne comporte pas de paroi rigide fixe, à ce moment-là la pression est uniforme. Et on aura souvent affaire à ce type de système. La température T, donc la température est uniforme dans un système thermodynamique à l'équilibre, sauf si ce dernier comporte une paroi athermale. La paroi athermale peut à ce moment-là, on peut avoir de part et d'autre deux températures différentes qui ne s'égaliseront, en tout cas dans l'idéal, jamais. Voilà. Mais si votre système ne comporte pas de paroi athermale, et s'il est à l'équilibre thermodynamique, sa température est partout la même. Et quatrième variable, qui n'est pas vraiment variable dans les systèmes qu'on va envisager, c'est le nombre de moles. Il est constant. Voilà, petit n, nombre de moles, donc deux molécules, composants de système. Ça peut être un corps pur ou un mélange. Voilà. Alors, voilà donc pour les variables thermodynamiques. Pour les systèmes auxquels on va avoir affaire, on peut les caractériser de différentes manières. Alors, du plus compliqué au plus simple. Les systèmes diphasés, on ne va pas étudier dans l'immédiat. Donc, avec deux phases. Donc un mélange eau plus glace par exemple, c'est deux phases, ou un mélange eau plus huile. Voilà, donc on a deux phases qui sont non miscibles, d'accord. Par opposition à un système diphasé, vous avez le système monophasé. Donc exemple du paragraphe, alors j'ai mis 2.2 mais je crois que c'est le paragraphe 2.1, donc il y a une erreur ici. Donc voilà, exemple donc, du paragraphe 2.1. Donc je vous avais mis voilà, un gaz, un mélange air plus carburant dans le cylindre de moteur fermé par un piston. Voilà, c'est un système monophasé, un liquide, quelque chose qui est entièrement liquide, entièrement solide. Voilà, c'est un système monophasé. On ne peut pas distinguer deux phases. Voilà, et un système homogène. Alors, un système homogène, c'est un système monophasé sans cloison. C'est-à-dire sans cloison rigide qui empêche l'égalité des pressions, et sans cloison athermale qui empêche l'égalité des températures. Voilà.
Donc, ce système homogène peut être composé d'un corps pur ou d'un mélange de corps. Donc, un état d'équilibre thermodynamique d'un système homogène, hein, donc à n données constants, se caractérise donc par les valeurs de ces trois variables thermodynamiques macroscopiques, hein, puisque s'il n'y a pas de cloison, j'ai la même pression et la même température partout. Donc, voilà, j'ai une pression pour ce système, bien sûr il y a son volume, et j'ai une seule température pour ce système. Voilà. Et en gros, nos problèmes, voilà, ce seront des problèmes à trois inconnus, hein, puisque voilà, on aura ces trois variables à trouver. Alors, ça c'est pour le paragraphe 3.1. Paragraphe 3.2, approximation donc, du gaz parfait pour un gaz homogène. Alors, on considère un système gazeux constitué d'un corps pur ou d'un mélange. Alors voilà, je vous ai mis quelques activités. Alors, c'est des choses qu'on avait vues un petit peu quand on avait fait de la chimie. J'avais déjà dit des choses que je vais un petit peu répéter peut-être. Ou disons, je vais les dire de manière différente. Alors, expérimentalement, on pourrait vérifier ça. Moi, je vais vous faire donc quelque chose un petit peu théorique pour vous expliquer un petit peu d'où vient donc cette équation que vous voyez écrite, que vous connaissez déjà. Hein. Alors, ce qu'on avait peut-être déjà dit, hein, voilà, je pense que ça j'en avais déjà parlé, c'est la loi dite de Boyle-Mariotte. Hein. Vous avez donc un système d'un gaz, hein, avec une certaine pression, un certain volume. Voilà, ici je représente, on va dire, les molécules du gaz. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Voilà, alors je vais maintenir ce système donc à T constant. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il est plongé dans un étalon de température, comme le mélange plus du gaz par exemple. Voilà. Je diminue son volume, donc je le divise par 2 en l'occurrence. D'accord. Et j'attends que l'équilibre thermique se fasse à nouveau. Alors ce qui va se passer ici, évidemment, le nombre petit m de mol reste le même, donc la densité des molécules, hein, le nombre de moles sur le volume, lui, va doubler. D'accord. Alors ensuite, si je considère une surface, que je plonge dans ce gaz, une surface du récipient, je vais avoir à proximité donc, de cette surface un nombre de molécules par unité de volume qui aura doublé. Donc sur une épaisseur donnée, j'aurai 2 fois plus de molécules. L'épaisseur faible au voisinage de cette surface. Ça veut dire que, ce qui peut se comprendre facilement, j'ai 2 fois plus de choc par unité de temps dans ce cas-là que j'en avais là. Donc si j'ai 2 fois plus de choc par unité de temps, globalement, la force elle va doubler, qui va s'exercer sur cette surface. Donc ça veut dire que la pression, elle va doubler, essentiellement. Voilà, donc on voit ici que si je divise le volume par 2 à température donnée, on va maintenant la température ici. Voilà, donc ici j'ai la même température sur ces deux systèmes, je vais doubler la pression. Alors si on divise par 3, évidemment, on triple la densité, on triple la pression, etc. Voilà, donc on va voir en fait que ce volume P fois V, voilà, donc je vois ici que le volume, donc ici le volume pression fois volume, il voit à nouveau ce P fois V, donc ce volume PV, c'est dans cette expérience, où je maintiens le système à température constante, c'est une constante. Voilà, c'est une constante. Alors, constante, en fait, qui n'est qu'une fonction de la température, puisque si je change la température globale, si je mets un autre étalon de température, à ce moment-là, le produit PV, si je prends le même volume au départ, mais si je change la température, la pression va changer. Parce que la pression de départ ici va changer, parce qu'évidemment, les molécules ne vont pas se bouger à la même vitesse, donc la pression de départ va changer, mais ensuite j'aurai toujours la même chose, si je divise par 2 le volume, je double la pression, etc. Voilà. Donc on a on peut dire donc la pression est inversement proportionnelle au volume à température donnée. Voilà. Donc ça c'est un premier élément. Voilà, ça va être Boyle-Mariotte. Alors, deuxième chose qu'on peut dire,
je vais maintenir. Alors, on va voir en fait que le volume est forcément proportionnel donc au nombre de moles à pression et température fixée. Si je double, alors là je pars d'un système ici comme ça, je double le nombre de moles. Si je double le nombre de moles et si je ne change pas le volume, je vais doubler la densité de molécules. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je vais multiplier par 2 la pression. D'accord? Voilà, donc ça veut dire que si je veux ramener la pression qui aura doublé à sa valeur initiale, il faudra à ce moment-là que je divise le volume par 2. D'accord? Puisqu'elle avait doublé, donc il faut que je refasse cette manip qui est ici. Donc au final, j'ai doublé N, j'ai doublé V, d'accord? Et je suis bien à la même température, et la même pression. Voilà, je me retrouve bien à la même pression, et puis on fait toujours la manip dans un étalon de température comme on l'avait supposé ici. D'accord? Donc au final, voilà, si je maintiens la pression fixe, si je multiplie N par une constante, il faut forcément que je multiplie V par une constante pour ramener la pression à ce qu'elle valait. Voilà. Donc on a le volume qui est proportionnel donc, au nombre de moles à pression et température fixée. Alors ça, ce qui est valable, voilà, ici. C'est valable en fait pour tous les gaz. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire pour tous les gaz? Cette loi de Boyle-Mariotte ici, on est dans le chapitre, donc on va voir que, bon, on est ce qu'on appelle, ici ça caractérise comme ce qu'on appelle les gaz parfaits. Donc on va dire un petit peu plus tard quelles restrictions il faut avoir pour avoir des gaz parfaits. Bon, cette chose-là, on aura l'occasion de le répéter dans le cours, c'est valable quels que soient les gaz en fait. Même si le gaz n'est pas parfait, je vous dirai ce que c'est qu'un gaz parfait plus tard. Voilà, donc on a ce troisième point. Alors ensuite, quelque chose, voilà, j'avais un petit peu hésité à vous parler avant, mais on va en parler. On fait des expériences. Alors donc je prends ce rapport V sur N, puisqu'il ne dépend que de la pression et de la température. D'accord? Je le multiplie par la pression de mon système ici, et puis je le mets toujours plongé dans un étalon de température. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tendre la pression vers 0. Donc, pour faire tendre la pression vers 0, évidemment, on fait tendre le volume vers l'infini. Et on s'aperçoit en fait que cette quantité, si on fait ça donc, pour plusieurs gaz, cette limite, elle ne dépend pas de la nature chimique du gaz que l'on met. En général, on fait ces manips avec un gaz encore pur, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, les gaz dont on dispose, on peut prendre du CO2, etc. On va voir que cette quantité-là, pour toujours la manip, on l'a fait dans un étalon de température donné, ça ne dépend pas, du gaz considéré. Et ça ne dépend que de la température, de l'étalon de température dans lequel on a fait la manip. Donc, ne dépend pas du gaz considéré, donc, ne dépend que de la température. Ne dépend pas du gaz, ne dépend que de la température. Voilà, c'est une limite à P tendant vers 0. Donc en fait, la définition de la température absolue, ça consiste en fait, au moins dans un premier temps, à prendre cette grandeur-là comme une grandeur thermométrique, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire de définir la température à partir de cette grandeur. Donc on va poser à ce moment-là la chose suivante. On pose, donc on définit, si vous voulez, grand T. Donc la température absolue, c'est P facteur de V sur N. Donc P étant vers 0, égale, alors on va mettre un facteur de proportionnalité, ça si on regarde P fois V, si on réfléchit bien, c'est des joules par mol. Voilà. Et on va dire donc que la température que je vais définir, elle est proportionnelle
elle est proportionnelle, la température absolue est par définition proportionnelle à ce produit-là lorsque la pression tend vers 0. Voilà. Comment on choisit cette constante R? On choisit cette constante R pour qu'il y ait 100 K d'écart, 100 Kelvin d'écart entre la glace fondante sous pression atmosphérique et l'eau qui bout à pression atmosphérique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est une limite à P tendant vers 0, d'accord? Donc en fait, qu'est-ce qu'on va dire là? En fait, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit de quoi? C'est que tant que la pression n'est pas trop élevée, c'est à l'inférieur, on va dire à quelques bars, on peut dire qu'en gros cette limite-là elle est atteinte. Limite P, enfin P tendant vers 0. D'accord? Donc en fait, si je prends P de V sur N, à P donc ne tendant pas vers 0, mais P faible, à P on va dire petit, P petit, voilà, on peut dire que ça vaut sensiblement donc sa limite. P de V sur N, P tendant vers 0. Voilà. Et ça donc, ça vaut RT. Voilà. Donc au final, ça a été défini comme étant RT. Donc au final, voilà, ça nous donne cette équation P, facteur donc de V sur N, égale RT, tant que la pression n'est pas trop importante. Et on va avoir une formule un peu simple. Voilà. Donc on aboutit donc à cette équation PV égale nRT. Voilà. Donc on peut revenir maintenant au texte. Alors je vais regarder combien de temps il me reste. 9 minutes. Ok. Oui. Voilà, donc conclusion, pour des pressions donc inférieures à quelques bars, l'approximation des gaz parfaits ci-dessous est valable à quelques pourcents près. Il y a des écarts, bon, un petit peu en dessus, un petit peu en dessous. Voilà. Et donc on a cette équation d'état PV égale nRT, auquel vous êtes un petit peu habitué, on va dire au moins formellement. Donc grand R, c'est ce qu'on appelle la constante des gaz parfaits. Et donc, pour avoir ces 100 K d'écart entre la glace fondante et la vapeur, et le mélange eau plus vapeur, à ce moment-là, on aboutit à cette valeur de R, qui est de 8,314 joules par Kelvin et par mol. Alors voilà, PV, c'est la dimension de l'énergie, vous vérifiez ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'équation d'un gaz parfait. Alors, donc, voilà, ce qu'on peut dire, quand même, je ne l'ai pas noté, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'un gaz parfait, en fait, alors c'est, voilà, en fait, le gaz, tous les gaz s'approchent d'autant plus du comportement d'un gaz parfait, si vous voulez, c'est-à-dire que cette équation, qu'on puisse vérifier que P tend vers 0. Donc en fait, un gaz parfait, quelque part, c'est un gaz à la limite. Tous les gaz se comportent comme des gaz parfaits, à la limite P tendant vers 0. Voilà, d'accord? Et donc le gaz parfait, c'est un modèle simple, parce qu'en fait, à la limite P tendant vers 0, la distance entre les molécules tend vers l'infini. Et ça veut dire qu'en fait, on est dans un gaz sans interaction. Voilà, le modèle du gaz parfait, on peut faire des modèles théoriques parce qu'on n'a pas à prendre en compte les interactions dans un gaz, donc à la limite où P tend vers 0. Et voilà, donc comme il n'y a pas d'interaction, si vous voulez, on comprend que les propriétés du gaz parfait ne dépendent pas de la nature du gaz. Parce que le fait qu'on ait du dioxyde ou du dihydrogène, ça intervient quand on a des collisions quelque part. Des collisions entre deux molécules d'O2, de N2 ou de H2, pas les mêmes propriétés. Mais voilà, dans la limite d'un gaz extrêmement dilué, ces particularités s'effacent devant simplement le comportement de molécules qui s'agitent en tous sens. Voilà. Donc c'est l'équation, ce qu'on appelle d'état d'un gaz parfait, PV égale nRT. On a une relation qui relie les 4 variables thermodynamiques, dont on a parlé dans le paragraphe précédent, pression, volume, température. On déduit, donc on ne peut pas, je pense qu'avec la raison que j'ai fait tout à l'heure, pour un système donné, pour n données, alors pour un système qu'on assimile à un gaz parfait, on ne peut pas fixer arbitrairement ces 3 variables à des valeurs arbitraires. Si je veux, donc je fixe le volume à une valeur que je choisis expérimentalement, de toute façon on voit que c'est assez facile. Si par contre je veux choisir la pression, je vais être obligé de changer la température. Pour changer la pression d'un système à volume donné, il faut changer sa température. D'accord? Donc je ne peux pas fixer arbitrairement pression et température. D'accord? Donc on ne peut fixer arbitrairement seulement que 2 valeurs parmi les 3 variables thermodynamiques, PVT. Donc on dit que l'espace des états, alors les états
sous-entendu d'équilibre thermodynamique, on le répète pas toujours, hein, l'espace des états d'équilibre thermodynamique pour un gaz parfait est de dimension 2. Voilà. Ce qui signifie qu'on peut repérer ces états, paramétrer ces états d'un gaz parfait à l'aide d'un des 3 couples suivants. Donc, soit vous choisissez de repérer un gaz parfait, vous avez une valeur pression-volume, à chaque doublet de valeur pression-volume, vous avez un état d'équilibre thermodynamique. Et donc à ce moment-là, je vais dire que ce couple PV, ce seront les paramètres d'état. Donc on a à choisir un couple de variables. Donc soit on choisit PV, on peut choisir température-volume, décrire un système par sa température et son volume. Et oui, qu'à ce moment-là, je déduis très facilement sa pression par PV égale nRT. Voilà. Ou je peux choisir d'écrire un système par les 2 variables température-pression. Voilà, donc j'ai une température et une pression à un couple de valeurs données, j'ai forcément un état donné et je déduis le volume par l'équation d'état. Voilà. Pour finir sur les gaz, hein, alors ce qu'on vous demande un petit peu, c'est d'avoir quelques idées sur ce qu'est entre guillemets, enfin, comment se comporte un gaz réel, on va dire. Hein, parce que je répète, un gaz parfait, c'est quand même qu'un gaz à la limite de très petite pression. Hein. Alors, ce que je viens de dire, si vous voulez, avant, l'espace des états d'un gaz réel, il est toujours de dimension 2. Hein. C'est-à-dire que je ne peux fixer pour un gaz donné que, mettons, que sa pression et son volume, et à ce moment-là, sa température sera forcément une fonction de cette qu'est-ce que j'ai dit? Je fixe donc la pression et le volume, c'est ça, et la température ne sera fonction que de la pression et du volume. Et selon une expression, si vous voulez, qui sera beaucoup plus compliqué que PV égale nRT. Alors, pour vous donner une petite idée, hein, voilà, pour le gaz réel, donc paragraphe 3.3, hein, donc pour un corps pur gazeux réel homogène de petit n mol de molécules, hein, donc c'est un corps pur, je ne considère pas un mélange, hein, donc c'est une espèce chimique, il existe une équation d'état reliant ces 4 variables thermodynamiques plus plus compliquée que celle du gaz parfait. Donc, mis à part l'équation d'état, hein, le paragraphe qui suit reste valable pour un gaz réel. Hein, c'est ce que je vous disais, hein, l'espace d'état est toujours dimension 2, donc vous ne pouvez, même pour un gaz réel, donc que choisir que 2 variables parmi les 3, et la troisième dépend des 2 premières, selon une équation. Alors des équations d'état des gaz réels, il en existe beaucoup de sortes, parce que c'est toujours des approximations du comportement du gaz. Hein. Alors je vous en ai donné une, hein, qui s'appelle le développement du viriel. Voilà, donc vous reconnaissez ici, si on oublie la parenthèse dans cette grosse expression, hein, P petit v égale RT, et le petit v c'est le rapport grand V sur N. Hein. Donc vous voyez que vous avez PV égale RT, et en fait vous avez une espèce de développement limité, si vous voulez, hein, en 1 sur V, ou un développement asymptotique, hein, en 1 sur V, voilà, de ce PV. Donc quand le volume tend vers l'infini, c'est-à-dire que la pression tend vers 0, vous retrouvez bien PV égale nRT, d'accord? Et donc là, vous avez des termes correctifs. Hein. Voilà, des termes correctifs, et chaque coefficient ici de ce développement donc, asymptotique va dépendre de la température. Hein, et va dépendre de la nature du gaz. Hein, c'est-à-dire que les coefficients B grand C, grand D vont dépendre de la nature du gaz. Alors je vous ai mis ici, c'est pas très visible, hein, voilà, les coefficients pour l'azote. Hein, voilà, B, C, D, E, F, etc. Hein, voilà, ce sont des fonctions du temps qui sont simplement tabulées, on ne les a pas exprimées. Hein. On pourrait le faire plus ou moins en interpolant les valeurs hein, qui sont marquées ici. Voilà. Alors, ces équations d'état, bon, elles compliquent beaucoup les choses et en fait, globalement, elles ne servent pas à grand chose. Parce que vous voyez que si je voulais une équation d'état, c'est intéressant quand je peux isoler une variable par rapport aux 2 autres pour pouvoir me dire si j'ai la valeur des 2 autres, je peux facilement trouver la troisième. Là, vous voyez que dans ce cas-là, à part la pression, on peut facilement isoler en fonction des 2 autres. Hein, voilà, le volume, il faudrait résoudre l'équation du 3e ou du 4e degré. Voilà. Ce qui fait qu'en thermodynamique, en fait, on préfère avoir souvent ces équations d'état sous forme tabulée, sous forme de table, ou représentées avec des graphes. On verra ça un petit peu à la fin du chapitre sur la thermo. Voilà, mais bon, les équations d'état sous cette forme-là nécessiteraient cette résolution numérique, etc. Et finalement, elles sont peu commodes d'usage. Et donc, bon, voilà, je vous les montre simplement pour vous compreniez qu'un gaz réel, enfin qu'un gaz parfait, c'est quand même une approximation. Hein, et voilà, le comportement des gaz est plus compliqué que ça, mais de fait, nous, on n'utilisera que PV égale nRT. Hein, le but étant pas pour nous
d'approcher de manière très très précise l'arrêté et de comprendre quels sont les mécanismes, hein, en particulier d'échange d'énergie, etc. Et donc, on va simplifier un petit peu la vie au niveau de l'équation. Les phases condensées, est-ce que j'ai encore le temps de vous en parler? Non, je n'ai plus le temps. Bon, voilà, alors on passera au 3-4 un petit peu plus tard. Alors, on aborde donc le dernier paragraphe de ce grand 3. Donc, après avoir donc, vu les gaz, hein, approximation gaz parfait au gaz réel, on va aborder donc les phases condensées. Alors, ce qu'on appelle phases condensées, ce sont les liquides et les solides. Donc, gaz exclu. Alors, dans le cadre du programme, on a recours à ce qu'on appelle l'approximation des phases condensées. Alors, en fait, il y en a deux. Hein. Alors, les phases condensées, on peut les considérer comme incompressibles. Hein. C'est-à-dire que le volume d'une phase condensée ne dépend pas de la pression extérieure. Alors ça, c'est une approximation qui est excellente. Hein. Avant de faire varier le volume d'un solide ou d'un liquide en changeant sa pression, voilà, c'est pas en mettant des bars qu'on y arrivera, hein. C'est plutôt en mettant des kilobars, hein, donc des expériences assez extrêmes où on arrive effectivement à faire varier le volume d'un solide ou d'un liquide en le soumettant à des pressions extrêmes. Et, tant qu'on sera concerné par les pressions auxquelles on aura affaire dans ce cours de thermo, dans les exercices, voilà, phase condensée incompressible, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors ensuite, une approximation aussi qu'on peut faire, hein, phase condensée indilatable. Donc le volume de phase condensée ne dépend pas de la température. Donc ça, on sait que c'est un petit peu moins vrai. On sait que bon, les phases condensées, elles se dilatent, elles varient en fonction de la température, et somme toute sur des valeurs appréciables, mais relativement faibles. Hein, la variation de volume est très petite par rapport au volume du système. Donc ça, on sera amené à l'appliquer. On peut aussi aller un petit peu au-delà et ne pas l'appliquer. On verra un petit peu selon les situations. Enfin, globalement, on considérera de toute façon, on ne considérera jamais des coefficients de dilatation. Hein. Voilà, si vous voulez traiter ça, il faudrait pouvoir traiter les coefficients de dilatation. Et ça, donc, c'est pas notre programme. Voilà. Alors, donc, pour conclure, donc l'espace des états, alors on pourrait se dire, le volume dépend de rien, hein, donc finalement, l'espace des états, alors c'est 0 puisque j'ai un seul volume. Alors non, quand même, hein, l'espace des états d'une phase condensée est non moins de dimension 1, d'accord, parce que de toute façon, la température, le seul truc qui peut vraiment varier sur un solide, c'est ni son volume vraiment, et la pression n'a pas d'effet sur son volume, c'est sa température, d'accord. Et on verra donc que son énergie interne, pas encore tout à fait ce que c'est, dépend de la température, même dans l'approximation donc incompressible, indilatable. Donc T à ce moment-là, voilà, c'est l'unique paramètre d'état d'une phase condensée homogène. Donc on a, je répète, un espace des états de dimension 1, c'est repéré uniquement par la température. Voilà pour ce paragraphe, pour les phases condensées, paragraphe 3-4.